Machine pour faire des arrêts. L'autre jour, j'ai plein de problèmes, il y en a un qui est pas venu. J'y vais demain. Salut. Salut. Bonjour, bonjour. Mais tu... Je réponds pas, mais Bon, messieurs, dames, bonsoir. On commence ou pas? il est 29. Ah ben c'est bon, on n'est pas une minute près. Hein. Bonsoir, messieurs, dames. Il y a quelque temps, on a reçu une demande de quelques éleveurs locaux. Ah, c'est bien, le boucher. Salut Jean-Paul. Ça va? C'est bien. Qui nous propose d'installer un abattoir mobile ou semi-mobile sur le territoire. C'est une proposition, hein. Il n'y a rien de signé. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu parce que j'en ai pas, mais on m'a dit que sur les réseaux sociaux, on parle d'argent. C'est totalement gratuit. C'est un projet qui est porté par l'Europe, par le gouvernement qui demande des systèmes d'alimentation nouveaux. C'est porté aussi par le parc du Luberon. Et ça tombe en plein dans le mille avec nous parce que, vous le savez, notre politique locale est basée aussi sur l'alimentation qui traverse tous les champs de la vie. En 2021, je suis allé à Paris recevoir le premier prix de l'investissement politique pour notre école de toute la France, remis à la mairie. Donc, ça va en plein dans le champ de nos interventions, dans notre projet politique. L'alimentation traverse tout le champ de la vie. La protection de la planète, on essaie de manger local et bio. Du coup, nos champs sont travaillés, ça participe à la beauté du paysage, au tourisme, ça participe à la santé, le bio et local, quand on mange bon et local. Par exemple, encore, il y a un Laurisien qui m'a envoyé les photos d'un magazine Elle. Et il vante les mérites de nos artisans locaux. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Paul. C'est Elle, juillet, août. Il parle de la boucherie, Pourcé, qui est au top depuis 6 générations. Il parle de Fontenille, il parle du fromager et il parle du boulanger. Et ils disent que Lauris, c'est un endroit tranquille où on mange très bien et ils parlent de tous ces artisans. Donc le laboratoire, ils vont vous en parler. Ça participe à tout ça, c'est la même chose, c'est le manger bien local et en plus ça participe à améliorer la qualité de l'abattage. Vous allez voir, et de la viande, parce qu'il paraît que la viande est meilleure, encore une fois. L'animal ne stresse pas, il est accompagné par son éleveur, il paraît que la viande est meilleure. Mais ça n'impacte pas les autres artisans, ça n'impacte pas le boucher, il n'y a pas de la viande vendue sur le territoire, mais il y a des distributeurs qui les vendront. Je ne suis pas d'accord. 3 minutes, ça fait 3 ou 4 fois, donc
Non, mais je te parle à toi parce que je te vois, tu es juste en face. Donc, du coup, je parle plus de rien et je passe le micro. Je passe le micro à nos éleveurs. Tu veux que je dise les noms, Didier? Non. Je passe le micro à qui? Allez, il va vous expliquer tout ça et puis vous poser toutes les questions que vous voulez tranquillement. On est entre nous. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre et qu'il y en a qui sont pour. Donc, posez toutes les questions que vous voulez. Donc, Florian Jean, éleveur à côté de Fort-Calquier dans le 04 de brebis et président de l'association. On va commencer par vous passer un petit film. Après, on se présentera, on présentera le projet et après, on répondra à toutes vos questions. Voilà. Est compliqué. Suivre nos agneaux est impossible pour des raisons bien souvent sanitaires. Ce qu'on veut, c'est pouvoir suivre nos agneaux du début à la fin. Aujourd'hui, c'est important de manger des animaux en bonne santé et qui ont été aussi heureux et s'assurer qu'ils meurent dans les meilleures conditions possibles, telles qu'ils ont vécu aussi dans les meilleures conditions possibles. L'abattoir mobile, pour moi, c'est un abattoir qui vient à la ferme plutôt que ce soit nous qui allons à l'abattoir. Avec l'abattoir mobile, eh bien, je vais garder la main sur ma bête. C'est moi qui vais la mener à ce camion, c'est moi qui vais la faire rentrer dans ce camion, c'est moi qui vais la tuer, c'est moi qui vais la dépecer, c'est moi qui vais la découper, c'est moi qui vais la sortir, c'est moi qui vais récupérer ma viande. Cet abattoir mobile, concrètement, il sera constitué de deux parties, un camion avec une unité d'abattage mobile et une placette fixe au sud Luberon, une placette nord Luberon. Pourquoi mobile? Ce qui nous semble important, c'est que les bêtes ne subissent pas de long transport. Et donc l'idée, c'est un peu que chaque aire d'accueil se trouve à peu près à une vingtaine de minutes d'un groupe de ferme. L'abattoir mobile permettra de valoriser la vente en direct. Beaucoup de consommateurs délaissent la viande issue de l'élevage intensif, de la grande distribution, mais par contre, moi, on me dit, la vôtre, je dois bien la manger. Dans cette idée de préserver et développer le patrimoine, il me semble aussi important qu'on puisse peut-être valoriser l'origine Luberon de cette viande. L'abattoir mobile, pour nous, c'est déjà aller au bout de notre vision de l'agriculture paysanne. Relocaliser l'agriculture et la consommation passera inévitablement par la création d'outils innovants et de proximité comme nous sommes en train de faire sur le territoire du Luberon. Allez, ben, on se présente donc. Bonjour, moi c'est François Borel. Vous m'avez vu sur le film, on y est tous là. Je suis éleveur de chèvres du Rhône à la Roque-d'Enterron, un système pastoral. Et je suis président de l'AOP Brousse du Rhône, qui est une AOP qui concerne aussi la commune de Loris. Voilà. Bonsoir, je suis Émilie Loison, je suis éleveuse de chèvres du Rhône à Pérol en Provence. Je suis installée depuis 2016 et là je prépare mon activité de transformation fromagère à la ferme. Et j'ai toujours envisagé, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce projet d'abattoir mobile paysan. Bonsoir, Christophe Mouret, éleveur en Puy-Vert.
Bonsoir, Aurélie Payan, je suis chargée de projet au sein de l'association et ingénieure agronome de formation. Donc en fait, je commence, je prends la parole, on va essayer de vous expliquer un peu, vous avez un petit peu vu à travers le film ce qu'il en était. Après, il y aura tout un tas de questions pour y répondre, on va essayer de répondre le mieux possible. Pardon, comme ça. Et tout d'abord, ça fait donc à peu près 6 ans qu'on y travaille. Et il y a eu, pour expliquer rapidement, la loi Egalim 1, dont vous avez peut-être entendu parler, mais la première en tout cas, suite aux différents constats et particulièrement d'associations environnementales, de la façon dont ça se passait dans les abattoirs industriels, ce que nous on dénonce depuis toujours, puisqu'on est dans le métier. Moi, ça fait 28 ans que je suis installé. Je dis aussi au passage que je suis porte-parole de la Confédération paysanne des Bouches-du-Rhône et qu'à la Conf, on se bat contre l'agriculture industrielle, particulièrement l'élevage industriel. Donc, ça fait des années qu'on dénonce la façon dont ça se passe dans l'industrie, parce que le modèle est fait comme ça et que ce qu'on dénonce particulièrement, c'est que les animaux, c'est pas des boulons, ça se traite différemment, c'est pas des objets. Donc ça fait longtemps qu'on insistait, qu'on voulait absolument pouvoir essayer de mettre en place des systèmes un peu alternatifs, gérés par les paysans, pour que ça soit fait et qu'on puisse accompagner nos bêtes jusqu'au bout, correctement, dans les meilleures conditions possibles, même si c'est les amener à la mort, bien évidemment. Donc on a réfléchi à tout ça tous ensemble, un groupe d'éleveurs, le parc du Luberon s'est associé à nous, l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique, et l'idée c'était de faire en sorte de limiter un maximum, comme on l'a dit un peu dans le film, les trajets, parce que ça c'est ce qui nous semble le plus traumatisant, les trajets entre les différents abattoirs qu'on a autour. Il n'y en a pas dans le Luberon, enfin il n'y en a pas dans le Vaucluse, tout court, et nos fermes. Donc on a réfléchi un peu, regardé un peu quels étaient les groupes de fermes à différents endroits du Luberon et alentour, et on a défini des zones qui permettraient de faire en sorte que les bêtes fassent des trajets de moins d'une demi-heure jusqu'à l'abattoir. Parce qu'il était... Ouais. Vous parlez d'un abattoir mobile, comment ça se fait que vous parlez là maintenant de déplacement de bêtes? Ouais, alors j'allais le dire, c'était la suite de ma phrase. Il n'est pas possible en fait de déplacer un camion comme ça dans une ferme. En fait, si vous voulez, pour qu'un camion abattoir puisse exercer son activité, il faut une aire d'accueil agréée qui le réceptionne, avec tout un tas de normes qu'on ne choisit pas bien évidemment, qui sont les mêmes qu'un abattoir fixe d'ailleurs, hein, c'est absolument la même chose. Donc si on fait ça sur une ferme en particulier, sur une ferme tout court, et non pas un lieu neutre en quelque sorte, centrale en tout cas, il faut que la ferme ne peut faire abattre que les animaux de sa ferme. On ne peut pas amener d'autres animaux pour des raisons sanitaires. On ne peut pas amener d'autres animaux d'autres fermes au même endroit. Ça risquerait de poser des problèmes sanitaires aux troupeaux en place et puis aux autres éventuellement. Donc il faut que ça se fasse dans un lieu à part. Donc on a réfléchi et cherché à savoir quels étaient les lieux les plus centraux entre les fermes. Donc c'est pas un abattoir mobile? Si, alors on peut dire semi-mobile si vous voulez. Si c'est un abattoir mobile, la partie abattage est mobile, complètement. Et après, l'aire d'accueil est fixe. Vous avez dit que vous ne pouvez pas abattre dans le On présente le projet et Oui, mais vous avez coupé des informations déjà de la vidéo. Vous ne présentez pas le projet en entier. laissez-nous le présenter, après on répond aux questions. On vous dit tout ce que vous voulez, on vous présente de façon résumée. Il vaut mieux poser la question. Sans cacher. Sans cacher, alors mettez la vidéo jusqu'au. On n'a rien à cacher. Vous avez coupé plein de parties du film qu'on a tous vu sur les réseaux. Vous avez arrêté juste avec la partie. Non, vous n'avez pas arrêté, vous avez remis. Ça dure plus longtemps. Qu'est-ce qu'il manque? Je pense qu'il y avait peut-être la participation du parc. Je sais pas, c'est là. Non, c'est pour montrer que. Il manquait un. À la base, ça devait être un mobile. Parce qu'en fait, sur ce que vous avez présenté à la base, ça devait être un mobile, mais qui savoir une heure. Là, vous êtes en train de nous dire. Mais après, c'est le ministère en charge de l'agriculture. À l'heure actuelle, on est considéré comme mobile. Par rapport au fixe, c'est un critère, c'est pour ça qu'on a appelé mobile, même si nous, dans la réalité, il est semi-mobile. Mais si vous regardez dans la loi Egalim, les projets étaient présentés comme mobiles, en fait, parce que la chaîne d'abattage, elle n'est pas fixe. Et bah donc, c'est pas un abattoir mobile, c'est un abattoir Regardez déjà la fin du film. Ensuite, on va voir.
Turcotte, Omaki, Minerai. Mais on parle pas de ça, on parle de celle qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Qui est vachement plus longue. Qui est vachement plus longue que ce que vous venez de présenter là. Oui, il y en a deux. Mais ce que je veux dire, Voilà. c'est que vous avez Il y a celle deux qui- modules. On les fait entre nous, les pas vus, vous montrer des vidéos, des Non, non, discuter mais, avec oui, vous. mais c'est pour Donc, ça. Oui, mais là, vous avez présenté, vous présentez en fait quelque chose qui Je vais finir de vous expliquer, comme ça au moins vous saurez. Oui, voilà. Donc en fait, pas trop. Non plus. Ah. Merde. Si vous voulez, on peut l'appeler semi-mobile, si vous voulez plus, parce que c'est pas nous qui choisissons, hein, ça. Hein. Il faut dire la vérité. Alors, si ça vous fait plaisir, si vous voulez que je vous dise, je suis pas là. Est-ce qu'il vient, est-ce qu'il repart Si vous me laissez le temps de vous expliquer, peut-être après on pourra en discuter. Je vous propose d'aider on va faire la présentation. Micro. Et ensuite ouvrir. On va d'abord faire la présentation complète et ensuite ouvrir aux questions. Parce que sinon, vous posez des questions sans avoir le micro, à l'arrière on ne vous entend pas. Et donc il n'y a pas de débat en réalité. Donc on finit la présentation et ensuite on pose les questions. Donc voilà, pour que ça fonctionne, cet abattoir semi-mobile, il faut des aires d'accueil qui soient agréées et on a fait en sorte qu'elles soient centrales au milieu d'un petit groupe d'éleveurs. Le principe, c'est que à chaque fois, il y a une quinzaine de fermes avec une quinzaine d'éleveurs autour de chacune des aires d'accueil. En principe, il en est prévu 3, une autour d'Apt, une autour de Fort-Calquier, d'où vient Florian, et une autour de Loris-Cadenet, ce secteur-là, puisque les éleveurs, le groupe d'éleveurs est ici. Voilà. Sur l'aire d'accueil, en fait, il y a un bâtiment dans lequel il y a un local technique, bien évidemment, parce que quand le camion se pose, il faut qu'il puisse se brancher à l'électricité, à l'eau et aux évacuations, tout ce dont il a besoin. Les normes, tout ça, on les impose et on les connaît. Ce sont les mêmes, finalement, c'est pas très compliqué parce que c'est une petite structure, les mêmes qu'une fromagerie fermière, la fromagerie que moi j'ai, que Émilie a aussi. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre. Il faut que cette parcelle-là, puisqu'elle a, en fait, ce bâtiment-là avec la parcelle, a un numéro d'agrément, et le camion abattoir, dans lequel se passe juste la partie abattage, donc la partie abattage est complètement mobile, passe d'une aire à l'autre, et il prend le numéro d'agrément de l'aire sur laquelle il est posé le jour où il fait le jour où l'abattage se fait. Voilà comment ça fonctionne. Après, dans l'air, il y a aussi un frigo qu'on appelle le frigo de ressuyage, puisque lorsque les animaux ont été abattus, bien évidemment, il faut les mettre au froid. Et il faut attendre pour que les éleveurs puissent les récupérer et après les commercialiser. On a déjà tous nos sacs de commercialisation, puisqu'on fait tous de la vente directe. Il faut que les carcasses soient à 7 degrés, donc il faut quelques heures, jusqu'à une douzaine d'heures. Et donc le camion, après abattage, ça se dure une matinée en général. Une fois le lavage fait, va repartir sur une autre aire d'accueil où d'autres éleveurs attendent. Voilà comment ça fonctionne. Voilà le principe. Micro. On pourrait donner encore plus de détails, mais peut-être on va le donner au fur et à mesure que les questions sont posées, à moins, enfin, il me semble. Donc, on n'a pas de micro au baladeur. Essayez de poser la question. Vous levez pour poser la question parce que devant on entendra mieux. Parlez fort, hein. Oui, parlez fort. Vous venez de dire que le camion est déplacé d'aire d'abattage en aire d'abattage. Or, actuellement, apparemment, il n'y en a qu'une. Alors, comment vous allez faire? On travaille sur 3 aires d'accueil avec 3 communes différentes. Pour l'instant, là aujourd'hui, on est à Loris, donc on parle de celle de Loris. Oui, mais d'accord, mais les autres sont où? Les autres sont dans le pays de Fort-Calquier, à côté d'Apt. Dans le pays de Fort-Calquier, il y en a 2 communes qui sont intéressées, et peut-être une à l'extrémité nord du Var. Non, on est en train de les faire. C'est une expérimentation, ce serait le premier de France. Monsieur, oui, vous pourriez nous indiquer, vous parliez d'une matinée, vous pourriez nous indiquer, je crois avoir entendu une dizaine d'éleveurs, c'est ça Quinzaine, entre 10. Enfin non, oui, allez, non, mais bon, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, comment dirais-je, le taux d'utilisation de l'installation. Sur une année, combien cela fait-il de périodes d'abattage? Est-ce que c'est quotidiennement, tous les jours? Est-ce que c'est une fois par mois? C'est quoi? Au maximum, une fois par semaine, une matinée par semaine. Au maximum, ça serait une Et matinée. à chaque fois, c'est au maximum 50 animaux. C'est la capacité qu'on a. Nous, on est à chaque fois. Alors, puisque on a fait une charte, dans la charte, on précise
qu'il n'y a pas de salariés, les éleveurs sont forcément tâcherons. Les éleveurs en fait accompagnent, le but du jeu c'est qu'on accompagne nos bêtes jusqu'au bout. On s'est rendu compte dans les abattoirs paysans, il existe tout un tas d'abattoirs paysans, justement, qui ont été repris à Guillestre, il y en a un qui a été créé à Saint-Auban-sur-Ouvèze, il y en a un en Duze qui a été repris par les paysans, et on les a visités ceux-là. On s'est rendu compte que le stress des animaux et l'ambiance était très différent quand les éleveurs étaient avec leurs bêtes. C'est pour ça aussi qu'on y tient. Il y a plein de questions. On lève le garde et puis on l'a. Donc moi j'avais une question. Aujourd'hui, donc vous voulez installer ça en bas du château, concrètement. Là-bas, les animaux vont être abattus là-bas. On est d'accord. Donc ça ne va pas être abattu au sein de vos fermes. Donc ils vont être transportés. Donc pas que ils vont être transportés donc à l'Oris en bas. Combien de temps vous allez les laisser entre guillemets à l'air libre avant l'abattage? Vous allez le faire tout de suite ou ils vont devoir rester peut-être pendant quelques heures ou peut-être 24 heures à l'extérieur avant d'être abattus? On décrit exactement comment ça se passe, une matinée d'abattage par exemple. Alors déjà, ils ne seront pas à l'air libre parce que c'est dans un bâtiment fermé. Donc visuellement, il n'y aura rien qui se verra de l'extérieur. Premièrement. L'air libre aussi, la réglementation européenne aujourd'hui nous oblige à de déposer des animaux sous un endroit couvert et sur quelque chose de stable, donc plutôt pas de la terre, pas de l'herbe, voilà, pour pouvoir nettoyer les jus et récupérer les jus. Aujourd'hui, j'aime bien faire une comparaison avec ce qui existe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va tous à un abattoir, on mène nos bêtes la veille pour démarrer l'abattage le lendemain de bonne heure. Nous, dans le projet, c'est que il y a un planning qui est fait sur la journée d'abattage. Alors, on parle de journée, mais ça va être plutôt une grosse matinée. C'est que les éleveurs arrivent au fur et à mesure de leur session d'abattage et que chaque éleveur mène leur bête au piège. Donc, en théorie, je suis obligé de vous dire ça, mais les bêtes, elles resteront une demi-heure, une heure maximum sur l'air. Dans le bâtiment, voilà, dans le bâtiment. Il n'y aura pas de stockage d'animaux qui vont rester là des matinées entières, voire des journées. Ça n'existera pas. Alors, bon, on n'a pas pu faire la présentation correctement, mais au-delà de l'abattage, de parler d'une chaîne d'abattage, on a tout le côté éthique de ce projet, qui est le but, c'est que nos animaux, on les fait naître, on les élève, on les vend, et on veut maîtriser, pas dans le sens qu'on veut gagner encore plus d'argent en maîtrisant cet acte-là, c'est qu'on veut assumer cet acte-là et pas le donner à quelqu'un d'autre. Il y a ce côté-là aussi, c'est qu'on veut avoir ça. Alors, je trouve le... Il y a trois prises de parole. Attendez juste, je vais rebondir. Il y a des gens qui disent que c'est lui qui va amener sa bête, qui va la tuer, qui va la dépasser. Ça veut dire que l'éleveur va s'occuper de ses bêtes? Alors, ça c'est dans le principe que chaque personne va s'occuper de ses bêtes. Vous comprendrez bien que sanitairement, on ne peut pas monter sa bête au piège, la saigner et la dépecer. C'est sanitairement pas possible. Le minimum, ce qui est demandé aux éleveurs, c'est d'au moins d'accompagner leur bête jusqu'à l'étourdissement. Et après, il y aura d'autres éleveurs qui s'occuperont de ce qui doit se faire dans la chaîne d'abattage. 3 ou 4 éleveurs. En sachant que chaque éleveur qui sera à l'intérieur de la machine, de la partie mobile, va changer à chaque fois. L'objectif, c'est ce qu'on disait, entre 10 et 15 éleveurs par placette, pour être que 4, on va dire, réquisitionnés par abattage, pour qu'on n'ait pas une charge supplémentaire aussi sur les exploitations, et qu'on puisse faire qu'une session d'abattage tous les mois. Par contre, on mènera quand même nos bêtes. Je veux juste préciser que ça on n'a pas inventé, c'est pas expérimental non plus, ça existe, c'est comme ça que ça se passe dans les abattoirs paysans. La seule différence, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'il y a des abattoirs industriels, et nous les paysans engagés pour l'agriculture paysanne à la conf, on est tous en bio, on travaille là-dessus, il y a tout un tas de choses dans l'industrie qui nous posent problème. Nous, on n'a plus envie que ça se passe comme ça. Donc en fait, on est là pour essayer de dire, on a réfléchi à une solution qui pourrait fonctionner, on s'est inspiré de solutions qui existent déjà. Tous les abattoirs paysans sont rentables, et parce que les gens qui travaillent sont des tâcherons, c'est pas des salariés. Ce sont les paysans eux-mêmes, les éleveurs eux-mêmes qui font le travail, qui sont formés, qui sont agréés, bien sûr, on a des formations, c'est obligatoire. Et puis il y a un vétérinaire, des services d'hygiène, de la DSV, des services vétérinaires, qui est là obligatoirement pendant la session d'abattage.
Tout ça, on va être formé pour le faire. Il y en a qui ont commencé déjà les formations. Et bien évidemment, il y a des normes drastiques. Le but, c'était d'arriver à rentrer les normes d'un abattoir industriel dans un petit camion pour une toute petite structure, pour très peu de bêtes, pour qu'après, en plus, auprès de nos clients, on puisse aussi être sûr des bestioles, de la viande qu'on propose. Quand on va dans un abattoir industriel comme Sisteron, quelquefois, on amène un nombre de bêtes, par exemple 12 bêtes, on en récupère 14 ou on en récupère 11. C'est n'importe quoi, quoi. Donc nous, ça ne nous convient pas. Cette industrie, on ne la veut pas. On essaie de trouver des solutions et on est là pour en discuter pour qu'éventuellement, si vous avez des idées ou alors des choses qui dérangent, qui ne vont pas ou des choses qui pourraient nous permettre de faire évoluer, on est là pour co-construire l'agriculture et la façon de manger de demain, quoi. C'est ce qu'on fait, nous, à la conf, et c'est ce pourquoi on discute avec vous. On n'est pas là pour vous dire, nous, on est là, on arrive, on va vous expliquer comment on travaille. Non, on est là pour essayer de réfléchir ensemble, vous consommateurs, moi je suis consommateur, hein. Les consommateurs et les paysans, voir comment ça peut se passer mieux et relocaliser l'alimentation et faire en sorte que nos bêtes soient élevées dans les meilleures conditions possibles. Et pour celles qui vont à l'abattage, elles y vont pas toutes, hein, on en vend beaucoup pour la reproduction, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc on soit là pour les accompagner. C'est ça le but, hein. Il faut bien comprendre ça quand même. Alors on a 5 demandes de prise de parole. Juste faire une intervention. À chaque question qui vous sont posées, je pense que c'est important que vous disiez ce qui relève des obligations qui s'imposent à vous et ce qui relève de vos choix. Et pourquoi vous faites ces choix-là et pourquoi vous aimeriez que ça se passe comme ça. Allez. Alors je trouve ça une super idée, ce que vous avez, c'est un très beau projet. Le souci, c'est la pollution des eaux usées et les odeurs pestilentielles des carcasses. Parce que ça va être à côté de l'étain, où les gens viennent acheter le pain, s'il y a des odeurs, si ça pue, les gens n'auront plus envie de acheter. Il n'y a même pas que l'étain, il y a des habitations. Et il y a des habitations aussi. Donc la question est quand est-ce qu'il y aura des odeurs? Il y a forcément des odeurs. Et la pollution des eaux aussi, justement. On va y répondre. Alors, réglementairement, la loi, c'est 50 mètres d'une habitation. Voilà, on parle réglementation. 50 mètres. Ah bah il y a des habitations à moins de 50 mètres. Non. Cette parcelle-là, non, on a mesuré. Cette parcelle, non, on a mesuré avec les approches. Donc, maintenant, on va partir sur les odeurs. Une image, je ne sais pas si, bon, ça fait peut-être un peu le bon goût, vous connaissez Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, son abattoir dans la ville. Ils abattent 4 jours par semaine. Il n'y a pas d'odeur. Combien de mètres Digne, ils font 45 tonnes par an. Nous, notre objectif, c'est 45 000 tonnes par an. Nous, notre objectif, c'est 5 000 tonnes. Non, 35 tonnes. Non, je ne suis pas bon dans les chiffres. Ils ont un système d'évacuation. Pour les odeurs, les bêtes ne seront là très peu. Donc, très peu de mouches. Tout ce qui est odeur que vous pensez, carcasse, tout ça, tout ce qui va se passer, tous les déchets qui est considéré comme déchets écarissables vont passer de la chaîne d'abattage à un frigo à 4 degrés. Il n'y aura rien qui est à l'air libre. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des odeurs. Et ces carcasses, elles vont devenir quoi? Les carcasses, elles sont mises dans un frigo à 4 degrés. Mais il faut imaginer que les carcasses, c'est notre viande qu'on va vendre. On ne va pas les laisser pourrir là. C'est mis en conteneur écarissable dans un frigo à 4 degrés. Et régulièrement, il y a un camion qui prend, qui l'enlève et qui va le traiter ailleurs. Donc il n'y aura pas d'odeur. En fait, non, il faut. En fait, nous, on est tellement habitués au métier qu'on fait que pour nous, les mots sont simples, mais l'écarissage, c'est donc organisé comme ça partout en France et dans le monde. Il y a des sociétés qui sont. C'est des sociétés privées avec une obligation de service public. Ils sont obligés, quand on a. Hier, j'ai une chèvre qui est morte. Elle s'est fait piquer par une vipère en parcours dans les collines. Donc, elle est morte cette nuit. Ce matin, on l'a mis dans un conteneur frigorifique spécialisé, donc immédiatement, il n'y a pas d'odeur. Il pourrait y en avoir, c'est dans notre ferme, mais après tout, je sais d'où ça viendrait. C'est pas le cas, c'est obligatoire, on a un conteneur, on le met dedans. Là, il y aura un frigo spécifique, un frigo de décarissage. Et là, la société, demain matin, à 6h du matin, ils viennent avec un camion spécifique, fait exprès, qui est hermétique, là, en inox. Ils la prennent, ils partent avec. Tout ce qui va être déchets solides sera mis dans un bac, des bacs spécifiques, on avait les bacs Europe, mis dans un frigo. Il y aura un frigo dans l'aire d'accueil qui est fait pour ça. Avec le gars qui vient avec le camion, qui a la clé, le passe pour venir, alors à chaque fois qu'il le faut, récupérer ça. C'est obligatoire. Ça, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est la raison pour laquelle, autour des abattoirs, ça sent pas la mort. Parce que ça, c'est géré, c'est refroidi tout de suite.
Pour ce qui concerne les liquides, on a ce qu'on appelle, il y a des normes particulières, un peu comme les fromageries, je le disais tout à l'heure, c'est pas très compliqué, il y a des choses supplémentaires, avec dans les évacuations d'eau, ce qu'on appelle un dégrilleur qui récupère toutes les matières solides, c'est-à-dire le gras, c'est-à-dire le sang coagulé, les petits bouts de peau, enfin les choses évidemment qu'on trouve lorsque la découpe se fait, ou, enfin voilà. Et ça c'est mis aussi dans le bac d'éclairissage, c'est considéré comme du déchet, on paye, on cotise pour ça. Et ensuite, l'eau qui sort de là est traitée par une station d'épuration classique. C'est de l'eau qui n'est pas chargée parce qu'elle est d'abord dégrillée. Et il y a un bac à graisse qui récupère toutes les graisses. Donc en fait, c'est des eaux usées, des eaux vannes qu'on appelle. Donc, enfin non, c'est pas les eaux vannes. Les eaux vannes, je crois que c'est celle où il y a les matières fécales. Donc là, c'est des eaux usées classiques qui sont traitées soit par une fosse septique traditionnelle, dimensionnée bien évidemment à l'équipement, soit par une station d'épuration agréée d'une commune. Ça fonctionne, ça ne fait pas de gros volumes d'eau. Hein. On va respecter la prise de parole parce que. Non, mais Colette attend depuis un moment. Oui, moi je voudrais toute seule, s'il vous plaît. Je voudrais savoir quelle est la superficie nécessaire pour justement tous ces airs. Là, le fait que le camion arrive et puis l'air qui sera le bâtiment. Quoi. Alors la parcelle que la commune nous a proposée, parce qu'on a fait le tour de toutes les communes environnantes, bien évidemment, on nous en a proposé beaucoup qui étaient en zone inondable, donc c'était pas possible d'y faire un bâtiment, puisqu'on nous impose un bâtiment. Donc la parcelle qui nous a été proposée ici et qui serait possible, puisqu'on a rencontré les architectes de bâtiments de France par rapport au château, tous les gens, pour voir si effectivement c'était possible. Elle fait 2000 m², 1730, pardon. Et après, il y a un bâtiment sous lequel il faut que il y ait les... Le bâtiment lui-même, 150 m². C'est Aurélie, notre animatrice, tous les chiffres, c'est elle qui les maîtrise mieux que nous. Voilà, à peu près 150 m². Il faut que la semi-remorque puisse rouler en dessous, c'est une semi-remorque, donc le camion. Hein, avec, on prendra un transporteur qui, lui, a le tracteur routier pour le déplacer. Nous, on n'aura que la semi. Donc la remorque qui après sera pliée et qui repartira sur notre d'accueil. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a plein de demandes. Oui, non, parce que la mais il y a une dame là qui demande depuis. Il y a un monsieur qui lève la main derrière depuis bien longtemps. Il y a une personne qui peut noter les tours de parole aussi. On est là. Ça veut dire que le bâtiment. Non, il y a d'abord la dame. Micro. Le bâtiment là, c'est une sorte de gros Algeco. Micro. C'est pas un bâtiment structuré, c'est quelque chose qui est important. Et dedans, il y a tout le process de production. Serge, micro, on va vous expliquer. Sur la partie bâtie, ce qui nous est un peu imposé par les bâtiments de France, c'est de faire un bâtiment qui englobe tout. Et à l'intérieur, donc on aura l'endroit pour reculer notre semis et on posera des systèmes Algeco, comme des caissons modulaires. Donc Algeco c'est une marque, mais c'est des caissons modulaires qui vont être installés dessous pour contenir, comme on dit, la chambre froide, les sanitaires, en fait tout ce que la réglementation européenne nous impose. Ça sera du coup bardé, donc visuellement pas visible par l'extérieur, mais c'est aussi important dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais est-ce que ce projet va vivre pour une commune qui prend le risque, pas le risque, mais qui a l'audace de partir dans un projet comme ça, au pire des cas, le bâtiment peut être vidé de ses caissons modulaires et peut être utilisé pour autre chose. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va être fait en dur et indestructible et qui ne pourra pas être recyclé dans 50 ans ou dans 100 ans quand on arrêtera. Allez, madame, monsieur, et ensuite prends plus de parole. Oui, si vous permettez, je commencerai par... Oui, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend mieux. Si vous aviez un micro, ce serait plus simple. Sans esprit polémique, vraiment, je crois qu'il y a quand même tromperie sur l'objet de la réunion de ce soir. Nous avons tous lu que c'était une réunion sur un abattoir mobile à Loris. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Il me semble que vous êtes très très loin de ce qui avait été autorisé en effet par la loi Egalim en 2018 ou 2019, qui expliquait en quoi consistait en effet un abattoir mobile. Ce qui n'a strictement plus rien à voir avec ce que vous nous expliquez ce soir. Non. La loi Egalim, elle ne parle pas que d'abattoir mobile. Hein. La loi Egalim, elle parle d'alternative, d'expérimentation alternative à l'abattage industriel. Très bien. Donc les 2 ou 3 expérimentations qui ont déjà été faites, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une en Bourgogne, il n'y en a pas beaucoup. En effet, ce sont des abattoirs vraiment mobiles.
se déplacent, etc. Alors j'ai envie de dire, pourquoi n'avons-nous pas une réunion ce soir sur l'objet de la création d'un abattoir à Loris avec un transport d'animaux, etc. On aurait été beaucoup plus proche de ce que vous êtes en train de nous décrire depuis tout à l'heure. Et je veux vous dire, d'abord, avant tout, c'est que moi je trouve votre projet extraordinaire. Pour les animaux, pour les éleveurs, pour tout ça, pour la qualité de la viande, vraiment je trouve que c'est un projet et que c'est l'avenir, et tant mieux si on va vers ça. Mais pour le moment, ce que vous nous décrivez, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait, en tout cas, ce qu'on a pu lire. Alors, et je voulais encore vous dire que cette expérimentation qui a été autorisée par la loi Egalim, par le gouvernement, il avait pour objet d'être expérimenté pendant 4 ans. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il avait pour objet d'un rendu d'évaluation en octobre 2002, ce qui ne s'est pas fait, mais en France, on a l'habitude que ça se... L'évaluation a été rendue en février de cette année. On ne sait pas ce qu'a été l'évaluation. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé quelque part, mais moi je l'ai trouvé nulle part cette évaluation. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est parti à l'Europe. Il faut dire, ben voilà, il faut réajuster, pas réajuster. Alors on est dans le flou le plus complet. Ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que oui pour ce que vous proposez. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, encore. Et puis dernière question, qu'est-ce que ça va coûter? Qui va payer? Alors attendez, déjà une question, je vais répondre à l'ensemble de vos questions en premier temps. Alors je vais faire un petit historique, il faut savoir qu'avant on abattait dans les fermes. Maintenant il y a eu des grosses zoonoses et des maladies qui font qu'on ne peut plus aller abattre dans des fermes. À l'heure actuelle, avec le ministère en charge de l'agriculture, on va leur dire on va prendre un abattoir 100% mobile et on va aller de ferme en ferme. C'est impossible sanitairement. On peut transporter des bactéries sur les pneus, donc on ne peut pas prendre ce risque-là à l'heure actuelle. Maintenant, il y a eu des évolutions. En Europe, l'abattage à la ferme, c'est possible. En Allemagne, en Suède, on va à la ferme. En France, ça n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à un abattoir semi-mobile, même si dans la réglementation, on peut rentrer dans la catégorie mobile, parce que la semi-remorque où va se faire l'ensemble des étapes d'abattage est mobile, elle peut se déplacer. Donc on est dans le critère mobile en fait. Sauf que nous, on a fait le choix d'avoir les frigos de réessuyage sur l'air, qui fait qu'on est un abattoir semi-mobile. Mais la chaîne d'abattage, elle est dans la semi-remorque. Mais c'est pas ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Les animaux viennent ici et sont abattus ici, même si en effet, c'est dans cette espèce de camion d'abattage, etc. Mais c'est ça. En fait, la chaîne d'abattage est dans la semi-remorque qui va venir s'installer sur l'air. Les animaux vont rentrer, être étourdis et suivre l'ensemble des procédures sur l'air, dans la semi-remorque. Et en fait, une fois qu'on a la carcasse, cette carcasse passe de la semi à l'air, au local de l'air en fait. Et alors pourquoi vous ne prenez pas un camion habituel, normal, pour aller chercher les animaux et faire vos trois unités d'abattage, d'écarissage et de stockage ici à Loris, et ça revient en effet? Non, je ne comprends pas, c'est d'aller chercher les animaux dans les fermes en fait, ce que vous dites. Normalement, ça se fait à la ferme. Mais c'est plus possible en fait à la ferme, ce n'est plus possible. Allez voir le ministre en charge de l'agriculture en France, ce n'est plus possible à l'heure actuelle d'aller dans les fermes en fait. Sanitairement, c'est pas possible. Mais, après, je voulais juste une dernière réponse par rapport à Bœuf Éthique, parce qu'en fait, il y a beaucoup cet exemple qui est utilisé. Bœuf Éthique, c'était quoi en fait? C'était un projet bovin, 100% bovin, donc pas petit ruminant comme c'est le cas pour notre projet. Nous, c'est que chèvres et moutons. Ça a été créé dans une optique de création de filière, c'est-à-dire qu'elle achetait les animaux vivants, ce n'est pas notre cas. Nous, nos animaux, c'est les propriétaires, c'est les éleveurs, donc les animaux ne sont pas du tout achetés. Effectivement, elle avait 6 semi-remorques, c'était 100% mobile, mais parce qu'en fait, les animaux, elle les achetait. Donc le risque, il n'est pas allé dans un élevage, donc il n'y a pas de risque sanitaire. Elle les achetait, c'était sa propriété. C'est comme si, en fait, Ciceron achète les animaux, en fait, ou notre abattoir. Donc c'était pas du tout le même exemple. Et de plus, elle était prestataire d'un atelier de découpe, ce qui n'est pas notre cas. C'est pour ça qu'on a associé, en fait, sur l'air, un atelier de découpe. Donc il y a plusieurs points, en fait, qui sont totalement... qui se distinguent de notre projet, et c'est très compliqué à l'heure actuelle de dire, en fait, et de comparer les projets, c'est pas du tout les mêmes. Et moi, je dirais juste de Bœuf Éthique qu'elle a prouvé qu'on peut aujourd'hui abattre en France en 100% mobile. Et la réglementation européenne qui vient d'être publiée en mai
autorise les abattoirs semi-mobiles, comme c'est notre cas, parce qu'il n'y a aucun projet en Europe semi-mobile à ce jour. On est 100% mobile en Allemagne ou en Suède, et on peut même abattre les animaux dans un champ, ce qu'on ne peut pas faire en France. Donc en fait, on peut pas, c'est totalement différent. Alors, attendez, voilà, c'est fini. On dort depuis le parole, là, monsieur, madame, et derrière madame Mazeli, après. Oui, mais bonjour, je suis monsieur Lambert. Dites-moi, une petite question. Alors, sur le projet, je suis 100% d'accord avec vous. Je ne suis pas vegan, loin de là. Je suis 100% mis derrière tous nos agriculteurs et tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ma seule question, mais comme le répète souvent M. Rousset, on n'a plus un radis dans le sou de la commune de l'entreprise. On n'a plus un sou. Donc, mais vous allez récupérer un terrain, un grand terrain, mais quand même, on aimerait savoir qui va payer. Tout simplement. C'est la question. Ça, c'est la grande question. Alors c'est vrai que vous voulez que je vous donne une réponse comme ça, mais en fait c'est plus compliqué que ça, parce que avant de parler d'un financement d'un projet comme ça, il faut déjà savoir s'il est viable, s'il est faisable. Et en fait ce qui est compliqué, c'est que on voit bien que vous avez des interrogations et que vous auriez aimé être tenu au courant plus tôt, mais on travaille avec la mairie depuis quelques temps. On a rencontré l'ensemble du conseil municipal le mois dernier. Oui, mais monsieur, on peut pas quand on a une idée. Oui, mais tout projet est long à mettre en route. N'importe quel projet qui se passe dans n'importe quelle commune de France, au moment où la genèse commence, ils vont pas faire le tour des habitants. Il faut déjà voir si les bâtiments de France l'acceptent, si les bâtiments, les architectes du parc l'acceptent, voir si ça rentre dans les cases. Avant de faire, parce que sinon, je finis. Si on est allé voir plusieurs communes. On est allé voir plusieurs communes. Si on commence par une réunion publique avec les gens sans savoir si on peut le faire, il n'y a pas débat. Voilà. Donc là, on a un terrain qui peut rentrer dans le cadre. Comment ? À côté de la gare du... En fait, il faut que vous compreniez que ça fait des mois et des mois qu'on fait le tour des communes pour voir un peu quelle parcelle serait susceptible de pouvoir accueillir quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, on est passé à Loris, on n'a pas tapé à votre porte, on a d'abord tapé à celle du maire, parce que c'est comme ça que ça marche, et que c'est comme ça que le maire peut nous dire, écoutez, il faut qu'on réfléchisse un peu ensemble et qu'on voie quelle la parcelle pourrait éventuellement convenir, et à partir de là, on verra éventuellement ce qui peut se faire. Et on nous a proposé comme ça des dizaines et des dizaines de parcelles de partout sur le Luberon. Donc on en a fait tout le tour, ça fait des mois qu'on tourne en rond et qu'on regarde et qu'on voit. Il y a des maires qui sont hyper enthousiastes et qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de relocaliser l'alimentation, qui ont envie de faire en sorte que ça alimente la cuisine centrale du village, et tout. Mais ils ont des parcelles qui sont complètement inadaptées. D'autres qui... ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, il faut qu'il y ait quand même de la place. Il faut que ça soit clôturable, parce qu'il faut que ça soit fermé, ça. La parcelle qui est triangulaire, là, c'est une parcelle sur laquelle il y a beaucoup de déchets végétaux, sur laquelle la commune stocke des déchets végétaux. L'idée, c'est qu'elle va être entourée d'une haie de cyprès, de façon à... Voilà. Une habitation, ça. Oui, les fonds du conseil général. Derrière la poubelle, c'est une habitation. Vous allez y rentrer par où? Par là, par le chemin. Il y a un chemin, là, voilà. Soi-disant, c'est un jardin inondable, là-bas. Ben, non, là, non. Moi, j'habite, je suis en face de la poubelle. Eh ben, écoutez, la parcelle, elle est rehaussée. Moi, je dis rien. On se renseigne auprès de la DDTM et des organismes d'État. Ben, à ce moment-là, il faut peut-être qu'on vous a donné de mauvaises informations. En tout cas, nous, on a celle-là. Sinon, on n'aurait pas fait. Le terrain est rehaussé à cet endroit-là. Nous, à la zone et l'Orisien, on l'a vu, la Duras se sortir. Excusez-moi. Alors, on n'a pas organisé cette réunion pour que tout le monde se crie dessus. Est-ce que vous avez une question? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de maison alors qu'il y a... Et par où vous allez rentrer? Alors, s'agit-il d'une habitation? Oui. Là, il s'agit a priori... Ça, c'est la guerre de M. Orsina. Vous avez la poupée et moi, je
juste en face le bout de la C'est pas une habitation, hein, c'était dans Alors. une ferme, c'est un ancien bâtiment. Serge, micro. Administrativement, tous ces bâtiments, il faut que tu viennes ici. Tous ces bâtiments ne sont pas déclarés en habitation. Donc, soit on voit mal. Remontez un tout petit peu. Vous allez voir les habitations. Remontez. Mais on parlait de 50 mètres. Arrêtez. Vous habitez où? Vous allez habiter à côté de nous. Alors, je redis qu'il ne s'agit pas d'une soirée où tout le monde essaye de trouver la hauteur de sa voix. Si vous avez des questions, on les écoute et on essaye d'y répondre. Donc, Serge, est-ce que tu veux répondre à la question de l'urbanisme? Et ensuite, ça m'est découpé. Oui, excusez-moi. Je suis surpris d'autant d'énervement, je comprends, mais il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on s'explique un petit peu. Excusez-moi, c'est pas un débat. Moi, je peux vous expliquer concrètement. Un, c'est une zone agricole sur laquelle on peut faire des bâtiments agricoles ou similaires. On peut donc construire. Deux, c'est une zone... C'est une zone qui n'est pas inondable, qui est à la limite ce qu'on appelle une zone rose à rayures, c'est 30 cm tous les 100 ans, c'est-à-dire que c'est pratiquement... Sinon, vous voyez, c'est... Là, les... Vous m'embêtez, moi là, je suis beaucoup plus haut, c'est peut-être que je suis à côté d'un ruisseau. De quoi c'est quoi là? Couler de l'eau, c'est une zone inondable, la Jurasse, tous les Lorisiens le savent. Par contre, les autres que vous mettez inondable, ça le... Que vous aussi. Arrêtez quand même. Il y a eu des travaux de fait. Il y a eu des digues de fait. C'est difficile de s'exprimer concrètement sur des choses qui sont réelles. Mais ils ont fait des travaux comme il y a eu. Non, depuis que. C'est pas vrai. Depuis que. Ça n'a pas de rapport avec le projet. Ce que je sais, c'est c'est une zone constructible. Deux, en zone agricole, et que c'est indiqué dans le PLU. Donc ça, c'est pas interdit. Si, pour clôturer la question, si vous avez des questions sur vos parcelles et sur la question d'inondabilité de ces parcelles, je vous invite à venir au service urbanisme. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on avance sur les questions sur le projet d'abattoir et pas sur la question de zone inondable. Alors, il y a deux autres questions ici. Là, voilà, ça marche. Il y a plusieurs sources de financement de possibles. Si on peut prendre l'exemple de la commune de Saint-Aubin-sur-Louvèze, qui a 250 habitants dans la Drôme, qui a fait ce même projet, qui est devenu fixe, mais même procédé, même animaux, chèvres et moutons. Ils ont eu droit à la dotation de l'État, la DETR, donc une dotation pour les territoires ruraux. Ils ont eu droit à un financement de la région. Ils ont eu droit même à un financement d'une dotation d'une sénatrice. Et ensuite, nous, on peut aussi également, ce qui va être le cas, c'est voir avec, rembourser également à la mairie chaque année. C'est ce que fait également la CUMA, donc ça regroupe l'ensemble des éleveurs. C'est une coopérative d'intérêt agricole, en fait, mais ça regroupe l'ensemble des éleveurs et ils paient, en fait, chaque année un montant pour rembourser la commune. Pour que ça ne coûte pas, en fait, voilà. Non, c'est encore à côté d'un loyer, parce qu'ils payent un loyer mensuel, mais chaque année, ils payent également, en fait, un remboursement de ce que en fait, la commune avait mis. Donc l'objectif pour nous, on le sait, c'est qu'on ne coûte pas à la commune parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, on a rencontré de nombreuses collectivités et c'est vrai que c'est très compliqué financièrement et ça, on l'entend. Donc notre objectif, c'était vraiment d'essayer de trouver le plus de financement et je rajouterai que je suis en poste aujourd'hui grâce à du financement participatif. J'ai eu droit, une campagne avait été lancée et qui avait permis le financement d'un an de mon contrat. Donc il y a quand même un élan qui est sur ça et notre objectif est de rechercher le plus de financement possible. Donc voilà, il y a deux questions en fait. Il y a combien coûte le projet et qui le finance. Et c'est deux questions différentes. Effectivement, on peut vous répondre de ce côté-là sur combien coûte ce projet-là, puisqu'ils ont une vision en comparaison avec d'autres projets similaires sur d'autres territoires. L'idée par rapport à Loris, parce que j'imagine qu'en fait il s'agit de ça comme question, c'est qui va payer. L'idée c'est effectivement que ça ne coûte pas à la commune. Et c'est d'ores et déjà ce qui a été posé avec les éleveurs
sur l'étude de ce projet. On sait très bien que la commune n'est pas en capacité, donc on n'est pas... voilà, donc on aurait, si vous voulez, on aurait pu commencer par là. C'était la base du projet, c'était la base de nos négociations avec eux. Donc c'est pour ça, je me souviens plus de votre prénom, c'est pour ça qu'Aurélie a été embauchée, pour aller chercher des financements et permettre de financer ce projet. L'idée étant que la commune, parce que elle a des capacités techniques à accueillir le projet plus que d'autres, et ça, ben, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, c'est pas individuellement que nous avons fait ce choix-là. Aujourd'hui, on en discute ensemble pour voir si on va pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là. Mais la base, c'était effectivement d'aller chercher des financements qui permettraient de monter le projet. On va passer aux questions suivantes parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 5 personnes qui attendent. Donc, madame, si vous voulez, d'abord. J'ai deux questions. J'ai une question par rapport à... J'ai deux questions. La première, c'est aujourd'hui, vous disiez que vous étiez une quinzaine autour de ce projet. Pardon? Par R. Par R, une quinzaine par R. Demain, vous arrivez à 30 ou 40. Je prends un exemple. Vous arrivez à 30 ou 40. Le bâtiment, est-ce qu'il a une capacité maximale? Non, mais... Est-ce que le bâtiment a une capacité maximale, étant donné que logiquement vous êtes censé ouvrir qu'une matinée par semaine? Parce que demain, si vous êtes 30 ou 40, parce que pour X ou Y raison, vous êtes en plein développement, ça ne va pas être une matinée. On va se retrouver avec beaucoup plus de jours d'ouverture. Donc ça, c'est la première question. Et après, juste tout de suite la deuxième. En bas, on est considéré comme une zone historique ou pas? Le bas, tout ça, parce qu'il y a vue sur le château. On est d'accord? On est dans le périmètre. D'accord. Donc ça veut dire que quand nous, on veut changer la couleur de nos volets ou faire une amélioration quoi que ce soit, sur notre maison, on est obligé de demander l'autorisation. Et là, ça ne pose pas de problème. Là, ça ne pose pas de problème non plus de mettre un bâtiment en métal avec vue sur le château en bas. Donc voilà, c'était mes deux questions. Alors, si c'est une question d'ordre au compte. Ils ont rencontré l'architecte des bâtiments de France. J'ai demandé une réunion. Il y a eu une discussion toute une matinée, c'était très intéressant. Et ils ont réorienté les choses, l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, en disant on est pour le projet, mais il faut rajouter ça, il faut transformer ça, il faut mettre des végétations. Faut faire les branchements. En fait, tout ce travail-là a déjà été fait et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est qu'effectivement, il y a des démarches qui ont été faites en amont. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à votre habitation, je vous invite à venir. Non, je vous dis juste que quand nous, on fait des demandes... Oui, mais donc par rapport au projet, le projet a fait ses demandes aussi. Et elles ont été étudiées. Ma question, c'est aujourd'hui, ça ne pose pas de souci de mettre un bâtiment en métal en bas du château. Eh bien... A priori, ça ne pose pas de problème. C'est en bois. Oui, mais en bois ou peu importe. C'est bien pour ça qu'on dit que ce projet, on en parle depuis un moment et on y travaille aussi. Si on est là devant vous, c'est qu'on a déjà travaillé avec les architectes du bâtiment de France qui nous ont imposé leur vision du bâtiment qu'ils avaient en tête et on se soumet forcément à ce qu'ils nous imposent. Si ce n'était pas réalisable, on ne serait pas devant vous aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'on a fait toutes les démarches, que ce soit sur le terrain, sur les zones inondables, sur les architectes du bâtiment de France, sur les architectes du parc du Luberon, avant de le présenter à la population. On ne va pas vous présenter un projet si par la suite, légalement, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc si on est là aujourd'hui... Qui va voter pour ça? Par exemple, c'est votre conseil municipal. Je peux répondre sur la fréquentation du bâtiment et l'éventualité d'avoir plusieurs jours d'abattage. Ce qui nous limite notre durée d'abattage, c'est notre capacité de stockage des carcasses. C'est technique, mais il faut que nos carcasses descendent à 7 degrés à cœur en moins de 12 heures. Voilà, ça c'est une réglementation chez tout le monde. Nous, on fait le choix de faire une chambre froide qui peut accueillir maximum 50 mètres. La même chambre froide sert de chambre froide pour la salle de découpe. Donc, c'est mathématique, on ne peut pas faire 2 sessions de suite, parce que la chambre froide sera pleine de carcasses froides, on ne pourra jamais rentrer des carcasses chaudes. Donc ça, c'est la réglementation qui nous l'impose.
Si demain on a 30, 40, 50 éleveurs, 100 éleveurs, on sera les plus heureux. Parce qu'on fera un endroit ailleurs. On fera un endroit à Pertuis, on fera un endroit à Cadenet, on fera... L'objectif, c'est plein de petits abattoirs. C'est pas faire comme il se fait aujourd'hui, de faire des méga abattoirs dans 1, 2, 3, 4 régions. C'est tout le projet la genèse du projet. C'est un petit outil utilisé par les agriculteurs du secteur. S'il y a des éleveurs il ne faut pas que les bêtes fassent plus de demi-heure de route. Donc s'il y a des éleveurs qui viennent de 1h30, qui veulent venir, eh bien ils font un collectif, on a les plans, on a tout, on va avec eux, ils montent leur projet, ils montent leur placette, et notre camion il peut aller chez eux. Il est mobile sur encore plus de placettes. Nous on part sur 3 placettes, parce que pour être économiquement stable, juste pour le côté économique, je voudrais juste rajouter que ce projet-là, aujourd'hui, nous en tant qu'éleveurs, il nous coûtera plus cher, au kilo carcasse, voilà, plus notre temps investi, donc c'est pas du tout pour gagner de l'argent ni du temps, c'est juste du côté éthique. Et si on arrive à avoir 3, 4, 5 placettes, il y a 5 jours par semaine ouvrables, si on a 5 placettes, notre camion peut fonctionner tous les jours. Voilà. Okay. Alors attendez, j'avais madame, non, il y avait un expert d'abord, tu l'as le plus, d'accord, et madame. Moi, ce que vous dites oui, ça coûte rien à la commune, mais qu'est-ce que ça rapporte à la commune? À part un truc éthique, ok, on comprend, je veux dire, on aime manger sainement, etc. Mais qui va payer le terrain? Qui va payer les branchements? Qui va payer le traitement des eaux usées? Qui va payer tout ça? Alors c'est nous. En fait, déjà, la partie mobile, la semi-urbaine, donc on monte une coopérative qui s'appelle CUMA, ou de SICA, enfin peu importe la forme juridique, mais c'est coopératif. Tout ce qui est mobile et circulant, c'est nous qui le payons et ça sera la copropriété des paysans, tout ce qui circule dans le camion. Le bâtiment lui-même, ça peut être fait de différentes manières. L'intérêt et le but que ce soit sur une parcelle publique, c'est qu'on a droit à tout un tas d'aides de l'État. Le fait que ce soit public, si c'est privé, c'est pas le cas. Et la partie résiduelle est financée dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, si vous voulez, pour faire simple, dans le cadre de l'allocation de la parcelle. Ça permet à la commune de ne pas débourser d'argent puisque ce sont les éleveurs à travers l'allocation qui payeront les annuités, les mensualités. C'est comme la CUMA, le groupement d'éleveurs. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, et chez d'autres, dans d'autres communes sur lesquelles il y a déjà des abattoirs paysans, ça fonctionne comme ça. Le système économique fonctionne. D'ailleurs, ça c'est important de le dire, le seul abattoir mobile qui a vu le jour en France, c'est celui dont on parlait tout à l'heure pour les bovins, avec ce label, le bœuf éthique, il s'est cassé la gueule. Ça a permis de prouver déjà que techniquement ça pouvait fonctionner, ça a fonctionné. Économiquement, non. C'était pas du tout le même truc économique. C'était le même, enfin, si vous voulez, ça a été le même constat que pour tous les abattoirs qui sont des abattoirs privés ou communaux ou industriels, qui ont des salariés. Là, il y avait 5 salariés. Tous les abattoirs qui ont des salariés sont déficitaires. Ils sont tous financés par des subventions publiques. Tous, y compris Sisteron, qui est énorme. Hein. Les seuls abattoirs qui tournent à l'équilibre économique, et même qui font de la marge, je pense à Guiestre, c'est des abattoirs qui ont été repris par des paysans. Parce que les tâcherons, bien évidemment, ça coûte moins cher. Quand les paysans sont indemnisés pour ce qu'ils viennent de faire, mais il n'y a pas les charges qu'il y a pour des salariés. Et là, ça permet d'avoir un équilibre économique. Donc le système fonctionne. Ça, on en est sûr parce que ça existait déjà. La seule particularité, nous, c'est que la partie abattage est mobile. Sinon, après, le modèle fonctionne déjà chez d'autres, et on sait que ça marche. Madame. Oui, moi je suis comme madame, je trouve que votre projet est très éthiquement et très chouette. Après, c'est pourquoi Loris? Quand vous dites que ça pourrait être à Cadenet, non, Cadenet, ils ont refusé que ce soit chez eux. Je pense qu'il y a plusieurs endroits qui refusent. Donc pourquoi Loris? Et aussi, qu'est-ce que nous, habitants de Loris, qu'est-ce qu'on a comme poids là-dedans pour dire si on est d'accord ou pas d'accord? À Cadenet, le conseil municipal était court, c'est le maire qui a refusé. On ne sait pas pourquoi, il ne nous a pas donné d'explication. Alors, le conseil municipal n'a pas été... Ah oui, membre du conseil municipal de Cadenet, là. Alors le maire, s'il vous plaît, comme vous entendez. Le conseil municipal n'a pas été consulté, mais le conseil des adjoints a été consulté et était favorable. Et c'est le maire qui a refusé, alors que le conseil des adjoints était pour. Pourquoi il a refusé? Il ne nous a pas donné d'explication, on n'en sait rien. Les projets innovants... C'est pas trop son truc. C'est un projet innovant. Alors on va dire... On avait trouvé une parcelle qui convenait
donné au niveau PRIF. Le PRIF, c'est le document par rapport au risque d'innovation. On avait trouvé une parcelle qui tombait au niveau PRIF, où il y avait déjà un bâti, mais on avait le droit de... On n'avait pas le droit de faire une activité qui serait tout le temps par rapport au risque d'inondation. Et après, il fallait que le maire s'engage dans cette démarche. Il y avait le soutien de la DDTM, ça vous l'avez pas dit, que la DDTM soutient le projet. La DDT, pardon. Les services de l'État nous soutiennent. On n'a pas fini à répondre à une question, c'est qu'est-ce que ça va apporter à la commune de Loris. Si on a bien compris, on a fait le tour des communes, on a vu des communes qui étaient particulièrement intéressées et engagées pour faire en sorte. D'ailleurs, à Cadenet, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui s'est mis en place, c'est la Caisse locale de sécurité sociale de l'alimentation, si vous en avez entendu parler. Il y a une dynamique là-bas, avec un souhait de relocaliser, de faire en sorte que les gens mangent les produits, le maximum de la population mange ce qui est fait sur place. Il y a une espèce de forme d'envie de changement de paradigme en quelque sorte, et faire en sorte que peut-être ça fonctionne mieux, qu'on se fasse moins empoisonner par les produits industriels. Quand on a fait le tour des communes, on a vu des maires ou des conseils municipaux qui n'en avaient strictement rien à foutre, clairement. D'autres qui étaient engagés, qui avaient envie de chercher des solutions en se disant peut-être ce serait l'occasion aussi de proposer, pourquoi pas, chez les commerçants, les bouchers ou les commerces locaux, les produits des paysans du coin. C'est le cas au supermarché que vous avez là. On a des copains apiculteurs qui sont là, ou d'autres en fromage qui fournissent la supérette du coin. Moi j'ai fourni longtemps en fromage aussi, avant que Seb s'installe, Félix, une des deux boucheries de Loris, en fromage. Donc voilà, l'idée c'est aussi de dire, on fait des efforts. Il y a des communes aussi qui, sur leur parcelle communale, proposent et installent des maraîchers pour alimenter la cuisine centrale ou les EHPAD de leur village. C'est une question de volonté que les choses évoluent et de dire, nous on est la première commune à avoir tenté l'expérimentation pour faire en sorte que les animaux qui sont élevés dans des conditions particulières qui ont été définies dans notre charte, donc herbagers ou pastoraux, rien d'autre, hein, pas d'élevage industriel, pas de gens qui achètent pour revendre, pas de tout ça. On a une charte très particulière et à laquelle il faut se tenir. Mais de pouvoir dire, nous, on participe à ce changement-là et à ce changement de modèle et peut-être à faire en sorte, c'est une question de santé publique aussi, hein. Il n'y a pas d'antibio ou de je sais pas quelle saloperie dans nos bêtes, comme on en trouve dans tous les animaux qui sont élevés en système intensif hors sol. Nous, on court dans les collines et en plus, on est aidé et incité par les services de l'État parce qu'on participe à la protection des forêts contre les incendies. Donc tout ça fait que, c'est notre travail, on est bergers tous là, tant que vous nous voyez, et on a franchement autre chose à foutre que de venir essayer de vous expliquer pourquoi on fait ça. On le fait pour nous, ça d'abord. Mais si en plus, on peut faire en sorte de localement, déjà de ne pas trimballer nos bêtes, parce que je peux vous dire, ça ne m'amuse pas. Lundi soir, je suis allé à Digne, parce que l'abattoir de Tarascon ne me convient pas. Je suis allé à Digne amener des cabris, je les ai dans ma bétaillère, dans mon rétro, je les vois, ça ne m'amuse pas, je ne dors pas bien la nuit qui précède. C'est un poids, je ne dormirai pas forcément mieux la nuit qui précède si ça se passe à Loris ou ailleurs, mais en tout cas, le fait qu'il y ait moins de trajets et que je puisse, non pas comme à Digne ou à Tarascon, rester à l'entrée de l'abattoir et pas voir comment est-ce qu'ils s'en occupent, que je puisse là, moi, les accompagner jusqu'au ce qu'on appelle le piège, c'est là où ils sont étourdis. Parce que notre abattoir sera agréé en bio, donc étourdissement obligatoire, pas de saignée directe comme on le voit dans certains autres types d'abattage. Ça, nous, on ne le fera pas puisque c'est en bio. Excusez-moi. Voilà. En gros, donc vous pouvez peut-être aussi être fiers de vous dire on participe au changement. S'il y en a qui s'en foutent à ce moment-là, effectivement, ça vous intéresse pas, on va voir ailleurs. La commune a l'air, le conseil municipal a l'air d'être épris de cette envie-là. Donc, pourquoi pas faire un truc ensemble? Oui, on est d'accord. Alors attendez, 2 secondes. Il y a 1, 2, 3 et 4. Uniquement en bio. Lève-toi, s'il te plaît, Jean-Paul. Vous êtes en train de dire qu'il y a uniquement en bio qu'il y a étourdissement. C'est obligatoire. Non, c'est obligatoire. Non, mais vous n'avez pas dit ça. Ben, alors c'est que je l'ai mal dit. En bio, on ne peut pas ne pas étourdir. À part halal, oui, en général, à part halal et cachère, tout abattage est étourdissement. Oui, C'est bon. une loi. En tout cas, pour l'agrément en bio, c'est obligatoire. Non, mais c'est une loi qui ne date pas de 2020. L'étourdissement. D'accord. Non, mais faites pas. C'est juste il y a pas en que bio. bio. En bio, on peut pas avoir la dérogation. Toutes les pour bêtes, trucs or, différents. halal et cachère, sont étourdies. C'était une manière de répondre à cette question-là. Peut-être, mais en tout cas. Non, c'est pas peut-être. Non, mais très bien, mais vous avez raison. Je suis berger, je ne suis pas au ministère de l'Agriculture. Ah, ben très bien. Donc, on est là pour discuter, vous amener des précisions. Parce que moi, je suis derrière mes bêtes, je passe pas mon temps à lire les textes de loi. Mais effectivement,
puisqu'il sera agréé en bio, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça amène un taux supplémentaire qui fait qu'on peut pas faire autrement. Voilà. Après, peut-être que cette façon de manière générale, et tant mieux. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai un petit souci. Vous parlez Attends, plus fort, on n'entend rien. Vous parlez des normes sanitaires. Alors, vous ne pouvez pas, avec votre camion, aller dans les fermes parce que vous risquez de transporter des maladies, mais votre camion vient jusqu'à l'abattoir pour abattre les animaux. Le problème est le même. Le camion, il circule, le camion peut transporter des maladies aussi. Non, parce que c'est pas exactement ça. Le problème, c'est que si on amène des animaux qui vont être extérieurs dans une ferme, ceux qui sont abattus, ben, de toute façon, même si c'était porteur, alors il y a des contrôles, bien évidemment, par la service vétérinaire, mais ceux-là sont susceptibles, si jamais il y a un éleveur qui a un animal malade, dont il s'est pas rendu compte, ou qui voilà, il y a un problème, qui va dans une ferme, ça infecte les animaux vivants qui restent vivants dans la ferme. Alors que là, les animaux qu'on amène, ils vont tous être abattus, il y en a pas un qui ressort, là, qui va retourner dans une exploitation. Juste pour finir, on parle de problème sanitaire sur les animaux. Il n'y a aucun problème sanitaire sur l'humain. C'est juste que chaque, j'aime bien dire ça, mais chaque élevage a ses pathogènes et c'est les gérer. Dès qu'on mélange des troupeaux, forcément on mélange des pathogènes, des petites maladies. Donc si on peut regrouper les animaux de différents élevages sur des points entre guillemets neutres, c'est plus sain pour tous nos élevages. Non, moi c'était rapport à la semi-mobile. La semi-mobile ne va jamais rouler. La semi va toujours rouler sur du goudron, du gravier, qui ne sera pas dans une ferme. Donc elle ne va pas dans des élevages. Elle ne va pas rouler. Pardon ? On parle de la bétaillère. Alors la bétaillère est lavée. C'est la nôtre ? Oui. Oui, mais il y en a plusieurs. Chacun a la sienne. Chacun va arriver à peu près. Et on retourne dans notre élevage. Mais ça, c'est comme déjà avec les abattoirs. Chaque bétaillère, la réglementation dit que chaque bétaillère doit être nettoyée après qu'on déballe les animaux à l'abattoir. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est ce que la dame. Apparemment, ce sont des gens responsables. Donc, excusez-moi, il y a Eric et ensuite madame et vous. Moi, c'est juste pour le. Moi, j'habite juste en face, hein, donc personnellement, je vous remercie de venir vous installer ici parce que à la question de qu'est-ce que ça peut apporter à Loris, je vois tous les matins l'embouteillage qui va à Aix-en-Provence et je trouve ça plutôt dommage que tous les travailleuses et travailleurs de Loris eussent à faire 45 minutes tous les matins pour aller travailler et 1 heure le soir dans les embouteillages, de développer des activités qui sur nos territoires vont permettre de rester et de pouvoir travailler ici. Je trouve ça vraiment intéressant. D'autant plus, tu as commencé à y répondre sur les enjeux des incendies dans nos collines aujourd'hui. Là où l'élevage pastoral, j'ai plus les chiffres en tête, mais le passage d'un élevage pastoral va permettre de ne pas avoir à faire des services comment on appelle ça, là, de débroussaillage pendant plusieurs années, parce qu'en fait c'est un passage régulier qui permet l'entretien de la forêt. L'autre jour, j'en parlais avec les amis chasseurs qui sont très contents de passer dans les parcelles où il y a de l'élevage pastoral parce qu'ils voient réapparaître tout un tas de petits gibiers qui avaient disparu dans les grandes forêts fermées où on ne retrouve que chevreuils et sangliers. Donc je vois que sur l'ensemble, si c'est pour fournir à notre école, pour que les enfants ou pour que nos anciens dans les EHPAD puissent accéder à de l'alimentation de qualité qui a été produite là, moi je suis extrêmement ému par votre message, quand vous dites on veut accompagner nos bêtes jusqu'à la fin. Mais je trouve ça tellement plus joli que toutes ces images dégueulasses qu'on voit d'abattoirs industriels qui remplissent les super-U et autres supermarchés. Donc vraiment, je vous remercie de venir vous installer à Loris. Donc c'était pas une question, mais c'était une information. Il y avait Madame Escoffier et... Ah, je vous avais pas dit. Juste pour répondre, j'ai interrogé le maire de Cadenet, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il avait refusé votre implantation. La réponse a été trop de flou, notamment en matière de nuisance et en matière financière. Voilà, donc c'est les freins qui l'ont conduit à refuser pour l'instant. Et on n'a pas pu avancer tout ça parce que les parcelles en plus qu'il y avait sur Cadenet, enfin, il y a une qui était en zone, je sais plus, il y a des zones différentes dangerosité de zones inondables, avec un bâtiment existant qu'on pouvait réhabiliter. Celle-là, pourquoi pas, mais l'autre, elle était mal placée, c'était pas possible, c'était compliqué, c'était plutôt de la durance en fait. Et juste si je peux me permettre de résumer un peu les remontées de la semaine,
Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pour le principe, qui admirent le projet, mais pas à cet endroit. Et je pense que l'opposition que vous avez essentiellement, c'est par rapport à cette parcelle. S'il y a d'autres parcelles, nous on attend que ça. Donc je pense que peut-être ça serait une discussion à avoir avec la mairie, puisque c'est la mairie qui vous a proposé cette parcelle. Aujourd'hui, on a eu un financement de plus presque 2 millions d'euros pour une digue qui donc met à l'abri un certain nombre de terrains. Il y a des terrains qui ont été alloués à des associations dans le bas de l'Oris où effectivement il n'y a pas d'habitation proche. Peut-être qu'il faudrait se rapprocher d'une solution comme celle-là, plutôt que d'être près du château, près de la boulangerie bio et près d'habitation. Nous, on est ouvert à tout, vous avez bien compris, à partir du moment où on a tous envie que les choses changent. Après, on adaptera aussi les plans. On a fait faire des plans là, du coup, avec les conseils des bâtiments de France, avec les architectes du parc du Luberon, pour cette parcelle-là, parce qu'on en a proposé. Nous, cette parcelle ou une autre, peu importe. À partir du moment où on le convient au plus grand nombre, où vous comprenez la raison pour laquelle on veut faire ça, qu'on n'est pas là pour venir vous mettre des mouches plein l'oris, on est ouvert à tout. On est là pour co-construire quelque chose, pour que les choses changent. C'est ça le but. Je vais vous répondre pour la commune. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres parcelles qui permettent ce projet. Ça a déjà été étudié et c'est pour ça qu'on en arrive là. Peut-être que ça peut changer dans les mois et années à venir. En tout cas, à ce jour, c'est la seule qui correspond où tous les critères sont réunis. Voilà. Et c'est pour cette raison-là qu'on organise ce temps de discussion, justement, pour pouvoir montrer que, a priori, quel que soit l'emplacement, en fait, ça ne change rien. Le projet est le même et le projet, a priori, ne devrait pas poser problème. Il s'agit d'inquiétudes, j'entends bien, hein, mais il s'agit d'inquiétudes qu'il faut qu'on arrive à lever, puisque, en fait, il n'y a pas... Le projet, il sera le même si on le met ailleurs. Hein. Alors, information. Excusez-moi. Petite information, il est moins 20. Moi, j'ai le temps. Il y a monsieur, madame, monsieur. On va peut-être laisser répondre les... Alors, à vous. M'a précédé, j'allais parler de ça. Moi, je suis tout à fait pour votre projet. Je viens du milieu agricole, donc c'est super. Essayez de parler plus fort. Et je suis tout à fait en adéquation avec votre projet. Après, il faut voir le côté sanitaire. Mais je pense quand même que, c'est là où je te rejoins, je pense quand même que la proximité du château, la proximité des habitations, alors ça j'ai pas le recul, c'est pas très sympa pour la boulangerie à mon avis. Et puis on a un phénomène qui s'appelle les réseaux sociaux. Alors je vais pas vous raconter ma vie, familialement j'ai été confronté à une décharge, pas sur cette commune mais tout près. Les phénomènes des réseaux sociaux font que l'Oris, si on l'associe à un abattoir, ça ne va pas être bon pour le tourisme et ça ne va pas être bon pour l'économie. Je mange de la viande, hein, je ne suis pas végane, hein, voilà. Donc je me vois sourire, c'est pas ma pensée, mais il est possible que ça ait des retombées sur le village, mais des retombées, c'est-à-dire médiatiques, du tourisme, parce que je suppose que le tourisme est quand même un apport économique pour le village, pour être plus important, mais c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a une réflexion à ce niveau-là, mais c'est pas votre problème, je ne vous jette pas la pierre, parce qu'en vérité on est dans une tripartite en ce moment. Il y a les Loriciens, il y a la commune qui nous met devant le fait accompli, et il y a vous. Alors, André, je vais juste... Je ne vous ai pas coupé, vous me laissez parler s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. On n'a rien signé. D'accord. Vous devant le fait accompli, on vient pour discuter. Oui, mais discutons. En fait, monsieur, je suis désolée, comme j'ai pris le débat comme ça, à brûle pour point, j'ai oublié de me présenter. Effectivement, je suis adjointe au maire et c'est pour ça que je représente la commune et que je suis la troisième partie ici, effectivement, au micro. Merci. Donc je voulais terminer, et je suis aussi sceptique sur la proximité du château par rapport à la proximité de l'abattoir. À moins de 10 mètres d'étoiles, comme le font les militaires, je ne vois vraiment pas... voilà, c'est ce que je voulais... J'entends et je comprends vos inquiétudes. Moi, j'ai eu la maire de Saint-Auban-sur-Ouvèze assez régulièrement au téléphone. Il y a eu des inquiétudes quand la maire C'est qu'il y a un abattoir mobile. Oui, il y a le même type d'abattoir. Il a été créé sur un terrain de la commune. La commune est propriétaire de ce terrain et il y a eu des inquiétudes.
on les entend totalement. Il y a une entreprise qui est à proximité, qui fait des plantes à parfum et qui exporte à l'étranger haut de gamme, qui a notifié ses inquiétudes par rapport à ce projet. Ce projet, il est là depuis 5 ans. Il n'y a aucun problème, aucune nuisance. Il y a des habitants, il y a même une vétérinaire qui habite à proximité de cet abattoir à Saint-Auban-sur-Lovèze, qui avait également des inquiétudes au début. Et au final, il n'y a aucune nuisance parce qu'en fait, la réglementation a changé. On ne parle pas de projet dans les années 80 par rapport au bruit, par rapport aux odeurs. Je veux dire, Digne a fait s'est remis aux normes et il disait qu'il n'y a plus du tout d'odeur et de bruit grâce maintenant vraiment aux matériaux qui ont changé et à la réglementation. Donc, si je peux répondre par rapport à vraiment un exemple concret. Et par rapport après à la portée du projet, moi je trouve que ça sera très positif pour la commune. C'est le cas pour Saint-Auban-sur-Louvèze. On le lit dans les articles. Il y a un jeune qui vient de s'installer. Il y a un autre jeune agriculteur également qui a eu un grave accident mais qui veut toujours participer à l'abattage des animaux parce que c'est dans eux en fait. Donc c'est vraiment un projet qui est vraiment, et pour moi, une connotation très positive pour les communes parce qu'il y a des éleveurs qui sont allés le visiter. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir connoter en fait mal la commune de Loris par rapport à un abattoir. Parce que Sisteron, au contraire, c'est très positif. Digne, on n'en parle pas du tout. Il y avait des abattoirs dans presque toutes les communes avant et du coup, c'est pas du tout négatif. C'est la connotation qu'on en fait qui est négative, mais c'est pas le cas parce qu'on en dépend des abattoirs. C'est la réalité. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas forcément en parler, mais malheureusement, c'est la vie. Et donc je ne vois pas comment on peut dire que c'est négatif quand ça nous permet à l'heure actuelle de vivre et d'être en vie, tout simplement. Allez, 2 interventions encore. C'est une question qui s'adresse à la troisième partie, madame. Pardon de vous appeler comme ça. Est-ce que un tel projet nécessite une enquête commodo-incommodo? Ouais. Et est-ce qu'elle a eu lieu? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas ce qu'est une enquête commodo-incommodo? Non. Vous allez nous l'expliquer. Voilà. Prenez le micro. Non, mais avant l'installation de ce type de projet, l'environnement, les personnes de la commune, etc., sont interrogées dans le cadre de ce qu'on appelle en effet une enquête commodo, incommodo. Est-ce que ça incommode? Est-ce que c'est commode, etc. Le terme ne fait pas inventer là, il existe dans toutes les administrations. Oui, effectivement, c'est la classification environnementale ICPE. Et nous, par rapport au tonnage d'abattage, on n'est pas considéré en fait réglementairement à devoir faire les enquêtes que vous me parlez. Voilà, ces enquêtes-là. Et effectivement, ça dépend du volume d'abattage. Effectivement, si les volumes sont conséquents, il y a obligation à aller rencontrer par rapport à effectivement les habitants par rapport à ces questions. Il y a des nuisances potentielles. Les nuisances, en fait, quand je vois, vous avez vu le projet, il y a la semi-remorque et la partie modulaire. Donc déjà, ça fait une isolation qui va rentrer dans un hangar. Donc deuxième isolation fermée. Donc sincèrement, non, parce que je vous dis, les normes ont vraiment changé. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a beaucoup d'abattoirs encore dans des communes, au centre de communes. Et du coup, ça permet vraiment de restreindre les nuisances. Il n'y aura pas de bruit. À Saint-Auban-sur-Louvèze, l'éleveur avec qui je discutais, il me disait, les animaux, ils font aucun bruit. Parce qu'en fait, ils sont transportés par l'éleveur, ils n'ont pas conscience de ce qui va se passer, contrairement à des abattoirs comme à Digne où il y a des porcs. Donc par exemple, les porcs, on le sait, c'est les animaux qui font le plus de bruit, comparé aux petits ruminants. Mais nous, voilà, les animaux, ils vont être présents de manière très courte sur la journée, et en fait, ils seront en sécurité, parce qu'il n'y aura pas de stress. Le stress, il n'y a pas de personnel inconnu, ça va être les éleveurs. Du coup, vraiment, dans ce type de projet, on restreint énormément les nuisances. Je rappelais qu'il s'agissait d'une dizaine de bêtes une fois par semaine, c'est ça? Au grand maximum 50. Ça comprend les chevreaux, les agneaux, les moutons de réforme, les chèvres de réforme. La nuisance, ça peut être aussi le camion. Voilà, j'allais dire la seule nuisance que c'est une circulation qui peut avoir une fois, 2 fois par semaine parce que les gens vont bien chercher leur cacasse le lendemain. Aujourd'hui, quand vous avez un camion qui passe des déchets verts, j'imagine qu'il y a déjà des nuisances. Si c'était une friche, on peut en discuter. Là, on ne considère pas que c'est forcément une nuisance. Et puis ensuite, je voulais juste préciser un truc par rapport, tout le monde se pose la question par rapport au château. En fait, l'architecte, alors encore une fois, comme me disait monsieur le maire, on n'a rien signé. Pour l'instant, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire éventuellement, pourquoi pas.
si l'endroit s'y prête. Donc on a demandé de la même manière au bâtiment de France par rapport au château, et ils nous ont dit que d'ailleurs le bâtiment de France ont autorisé l'artisan qui est à côté de la gare là et qui fait de la métallurgie avec un bâtiment spécifique qui est d'ailleurs pas complètement, qui est un beau bâtiment mais qui n'est pas forcément dans le style de la gare, mais ça a été accepté malgré tout. Nous ont demandé de respecter le sens de toiture de la gare, dans la continuité en quelque sorte, et de faire, alors au départ on avait proposé en bois, ils ont dit que puisque la gare c'était en dur, il valait mieux que ce soit en dur, enduit, ça fera en fait un bâtiment agricole mais ça sera dans la continuité, dans le même style en quelque sorte que la gare. Donc tout ça en fait, on a posé la question, mais si c'était pas possible, on n'aurait pas insisté. Et ils nous ont autorisé, comme ils ont autorisé la devanture de la boulangerie, comme ils ont autorisé les autres choses qui sont autour. Ce sont les mêmes questions qui ont été posées, les mêmes réponses, les mêmes normes. Allez, deux autres questions soulevées parce que, je ne sais pas, jusqu'à quand vous voulez... Allez, monsieur, si vous vouliez parler. Non. Ah, c'est fini? D'accord. Madame Roll. Oui. Ah, Madame Roll. Oui, je voulais savoir où va se situer le bâtiment. Madame Roll. Je voulais savoir où va se situer le bâtiment. Le bâtiment sur la petite parcelle triangulaire. Ouais. D'accord. Mais ça va être un hangar agricole à peu près de la même dimension du vôtre, si c'est le vôtre qui est en vente là, cette dimension-là. Dans le vôtre est plus grand alors. Ben ouais, c'est à peu près. Bon, ça sera à peu près du même style que le vôtre, avec la toiture dans le même sens, sur ce terrain sur lequel il y a les déchets verts. Oui, savoir à quel endroit. Au milieu. Au milieu. Le plus loin de vous, contre la voie ferrée et contre la... Là, vous allez être au-dessus, et la rue du château, c'est fini. Après, on entend des agréments, mais quoi qu'il se passe, il y aura forcément des gens qui vont pâtir de n'importe quel projet. Alors, il faut imaginer qu'il y a une contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait un semi-remorque qui vienne, qui puisse faire demi-tour, qui puisse rentrer sous le bâtiment. Il faut que les bétaillères puissent... Ça, c'est la réglementation. C'est que les bétaillères fassent un circuit, ne roulent pas, aux questions sanitaires, ne roulent pas, une fois qu'elles ont déchargé, sur les bétaillères qui sont arrivées chargées. Donc, il y a toute une réglementation qu'on nous impose. Il faut déjà qu'on cale ça. Et après, il faut qu'on s'occupe du visuel, qu'on a déjà travaillé avec les bâtiments de France, tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'il sera invisible. Ça, on ne peut pas vous le dire, et ce ne sera pas vrai. Sur la parcelle, mais où en fait, on ne peut pas faire plus loin que vous. Parce que ça serait dans le coin opposé à votre bâtiment, collé contre les services techniques, et la voie ferrée. Après, la voie ferrée, on ne peut pas plus. Et on ne peut pas le mettre au bout, dans la pointe, parce que le bâtiment ne va pas rentrer. La parcelle est triangulaire en fait. Après oui, la hauteur, ça sera un bâtiment, je sais pas, au fêtage, les architectes nous prennent des plans, voilà, mais je pense que ça sera à 5-6 mètres au fêtage. Ça sera à 50 mètres du bâtiment. Logiquement, c'est ce qu'on a mesuré. C'est une habitation? Non, c'est pas une habitation. Vous n'avez pas la réglementation, vous n'êtes pas à 50 mètres. Rien ne nous impose d'être à moins de 50 mètres de votre bâtiment, s'il n'est pas classé comme habitation. Je vous rappelle qu'on est en train de construire quand même une ville, et que la ville, elle évolue. Avec le micro, c'est capable de construire son bâtiment. Moi, j'ai encore... j'arrive pas à comprendre votre concept de truc semi-mobile. Je me dis, vous allez investir dans un camion qui va coûter une blinde, qui va rester sur place. Écoutez-moi. Donc vous allez investir dans un camion, et donc je me dis, mais pourquoi investir dans un camion si vous êtes sur place? Pourquoi vous ne faites pas sur place? Et donc je me dis que sûrement, il y a des lois qui font que vous ne pouvez pas faire ce type d'abattoir fixe pour un tout petit nombre de bêtes, et de faire un truc fixe, avec des frigos, sans camion. Mais pourquoi? Donc vous voulez vous caser dans la loi et l'anime, machin truc, pour bidouiller un truc entre vous, et voilà. En fait, voilà. Que ça soit tout mobile ou tout fixe, il y a un agrément qui est donné sur un point donné. Et oui, cet agrément, il y a sûrement des normes de production, de rentabilité. Oui, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait un point fixe d'agrément. Il faut qu'on ait un point défini. Voilà. Sous la loi Egalim, c'est sûrement beaucoup plus petit, parce que c'est expérimentaire. Ah mais plus petit que nous, ça devient compliqué, ça devient un abattoir à la ferme. Et alors, je prends mon exemple, moi je mène entre 3 et 5 bêtes tous les 15 jours.
S'il fallait que moi, j'investisse 200, 250 000 euros dans une chaîne d'abattage qui a la capacité de tuer 2 agneaux semaine, déjà que là, on est économiquement supérieur à ce qui existe aujourd'hui, c'est économiquement pas rentable. Sans compter le temps qu'il va falloir qu'on investisse dedans. Il faut imaginer que dans nos métiers qu'on fait tous, on est tous naisseurs, donc on va dire on est tous des sages-femmes, on engraisse nos animaux, on les garde, on fait des marchés, on les distribue. À un moment donné, on n'a que 2 bras, 24 heures par jour. Pas plus, comme vous. Et ensuite, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'embrouille par rapport à la loi Egalim. La loi Egalim, elle propose de faire des expérimentations. Nous, la partie immobilière nous semble intéressante parce qu'on peut mutualiser la chose. Déjà, on mutualise les frais avec différents éleveurs qui seront sur différentes aires d'accueil, financées en partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est communal, par des financements publics. Et après, notre camion peut passer d'un côté à l'autre. L'idée, c'est de mutualiser, de faire ensemble. C'est ça l'idée. Et j'ai encore une autre question par rapport aux vétérinaires agrémentés par l'État. C'est une contrainte déjà aujourd'hui dans les abattoirs normaux qu'on fait en fonction des disponibilités du veto. Donc est-ce que vous avez... Non, on ne fait pas en fonction des disponibilités du veto. Le vétérinaire est obligé... Des heures d'abattage... Il y en a une de veto, là, elle est où? Marie-Christine, qui est vétérinaire, pourra vous le dire, mais l'État est obligé de fournir un vétérinaire pendant les périodes d'abattage. Donc ça, c'est eux qui se débrouillent, mais c'est la loi et c'est l'État qui fournit. Et vous allez pouvoir avoir un veto comme ça? Ah ouais, c'est obligatoire. Même si on tue une bête, il faut que le vétérinaire vienne. Ah ouais. Mais ça, c'est l'État, hein. C'est la responsabilité de l'État. Par rapport au service vétérinaire, ça fait un moment qu'on y travaille dessus. On a rencontré le service vétérinaire 84, 04, qui bien sûr sont pour le projet, à fond dans notre projet. Il faut se dire que c'est des vétérinaires qui vont vérifier les bêtes avant mort, après mort. Ils préfèrent en tant qu'humains aller voir un abattoir où il va se tuer 50 bêtes qu'un abattoir comme Sisteron qui peut tuer 2000 bêtes par jour, 4 jours par semaine. Donc tous les vétos que vous allez discuter, ils vont vous dire mais moi je veux ce projet. Je veux pas un projet où je vais devoir regarder 2000 bêtes tous les matins et regarder toutes les carcasses des 2000 bêtes. Excusez-moi, mais c'est le lieu qui pose problème. C'est pas ce que vous voulez faire. Levez-vous et parlez plus fort. Excusez-moi, mais c'est le lieu qui ne va pas. Alors le lieu, on l'a pas choisi nous, comme on l'a déjà expliqué. C'est pour ça qu'on vous le dit. Mais alors on peut plus débattre alors. Du coup on n'est pas contre. Mais le lieu, il n'est pas adapté. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Mais ça on l'a bien entendu. Mais sur le Loris, il y a ma maison qui va être en face. Oui. Qui va m'acheter? Qui va me payer la perte que je vais perdre? Parce que moi, je connais personne qui va vouloir acheter ma maison. S'il me demande c'est quoi le hangar et que je lui, enfin, le bâtiment, si je lui dis c'est un abattoir, moi, je connais personne qui va acheter devant un abattoir. Donc si on déplace le projet à 3 km de chez vous, ça ne vous pose pas de problème? Non, je pars qu'on peut peut-être trouver une zone, justement, oui, mais une zone plus adaptée. Ça fait déjà presque un an qu'on y travaille. Même pas, non, 6 mois peut-être. Mais alors, je vais rétablir un truc. Juste imaginer un truc. Oui, non, mais écoutez-moi. On est tous éleveurs là, autour de la table. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les métiers de l'agriculture. On a tous suffisamment de travail. Ça fait 5 ans qu'on est sur le projet et qu'on investit du temps là-dedans. Qu'on passe des réunions pour chercher des terrains à droite, à gauche. Si on avait multitude de terrains par commune, on ne discuterait pas. Aujourd'hui, on est sur Loris, ils nous ont présenté un terrain. On y travaille dessus. Il y a des choses qui sont quand même bizarres, parce que le maire de Cadenet a refusé, parce qu'il y avait des zones troubles. Donc, il y a quand même des choses qui sont bizarres. Vous ne pouvez pas... Il n'y a rien de trouble. C'est pas moi qui dis. En fait, c'est une façon pour le maire de Cadenet de dire non. Il trouve que c'est flou. Même le projet du CLAC, de la SSA sur Cadenet, on a des journalistes de toute la France qui viennent, il y a des articles, il y a eu France Inter, ça parlait de Cadenet, de la SSA, de Cadenet pendant une semaine. Monsieur le maire trouve que c'est flou. Mais c'est une façon polie de dire qu'il n'en veut pas. Mais... Après, il faut se dire que nous, on n'arrive pas à nos valises avec des projets tout faits. Il faut qu'on trouve un terrain, il faut que ce qu'on veut faire sur le terrain, il faut que notre projet s'adapte au terrain. On n'a pas de plan type, on ne peut pas vous dire notre placette elle va être comme ça. C'est pas des McDonald's qu'on fait, on n'a pas un plan parfait et qu'on va imposer. Il faut qu'on trouve une commune, on trouve un terrain
et on voit si notre projet rentre sur le terrain. Donc, il est obligé d'avoir du flou, parce que quand vous démarrez l'étude d'un projet, il faut trouver un terrain, il faut voir le bâtiment qu'on peut faire dessus, et sans savoir la nature du terrain, vous ne pouvez pas savoir le financement réel de ce que ça peut coûter. Vous ne pouvez pas arriver sur la table en disant, moi j'ai un projet comme ça, je veux telle surface, parce que... Je vous retourne les choses. Je comprends votre problématique, mais comprenez notre problématique à nous aussi. Parce que là, en gros, vous en avez... C'est comme ça, c'est pas autrement. Non, et puis c'est dommage que vous disiez qu'il y ait du flou, parce qu'il n'y a pas du tout de flou dans le projet. En fait, il y a des éléments qui ne peuvent être définis qu'en fonction du territoire. Donc leur projet, enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une présentation plus longue, mais on avait un temps à respecter. Le projet, il est vraiment très très bien ficelé, et en plus il existe déjà d'autres abattoirs sur d'autres territoires qui peuvent nous montrer en exemple le fait que d'une part il y a un modèle économique qui fonctionne, que d'autre part il y a des règles sanitaires qui garantissent bon, je vais pas revenir sur la présentation de tout à l'heure, mais après ce qui reste à définir, c'est en fonction du territoire. Le fait est qu'on étudie la question pour Loris, et que la commune effectivement aujourd'hui se positionne plutôt favorable pour un projet comme celui-ci, et visiblement comme la très grande majorité des personnes présentes dans cette pièce, c'est-à-dire que sur le fond, pour les raisons pour lesquelles on en arrive à ça, effectivement, tout le monde est plutôt d'accord. Maintenant, il faut qu'on arrive à établir, à installer ce projet de manière à ce qu'il réponde aux attentes de la majorité des gens, et qu'on arrive à composer avec les désagréments de chacun, pas tout le monde, mais des personnes qui vont être plus touchées que d'autres, et peut-être qu'il faut qu'on continue les discussions pour voir quels aménagements peuvent être faits, etc. Mais c'est vraiment dommage d'abandonner des projets, parce que c'est ce qui s'est fait dans d'autres communes, effectivement, d'abandonner des projets dès qu'il y a une première difficulté. D'où la réunion de ce soir, hein, c'est l'objet, c'est-à-dire de pouvoir entendre l'ensemble des paroles, de pouvoir écouter, de pouvoir mesurer peut-être quelques éléments qu'on n'aurait pas, qui seraient passés à côté desquels on serait passé, et les éleveurs et la mairie. Et donc voilà, c'est tout l'objet de ce soir, et ça s'arrête pas ce soir non plus. Hein, on n'a pas de conseil municipal demain. C'est pas l'idée. L'idée, c'était effectivement d'avoir un temps et d'information et d'échange. Voilà. Je pense qu'on a, je ne sais pas si c'est ce que tu faisais Aurélie, mais je pense qu'on a vraiment entendu, il y a plusieurs points de blocage, il va falloir qu'on revienne dessus, qu'on en discute. Bon, c'est dommage d'avoir évoqué les paroles de monsieur le maire de Cadenet, parce que c'est pas du tout représentatif ni de la position du conseil municipal. Non, tout à fait. Je crois que le maire de la Roque d'Antéron, les mêmes. Tout à fait. Alors effectivement, il y a plusieurs questions, et je crois qu'il y a des gens qui voudraient... Il y en a au moins deux là déjà qu'on va pas attendre. On va pas revenir sur la problématique du terrain. On ne va pas revenir sur la problématique du terrain et sur ce que vous avez proposé, parce que moi j'adhère à votre proposition, mais le problème du terrain, je crois qu'il y a une association qui s'est installée dans la plaine, pas très loin de ce terrain-là, et qui reçoit des subventions municipales sûrement, mais d'autres organismes territoriaux. Est-ce qu'il n'est pas possible de trouver, parce que là il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien autour, hein, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver une entente, un accord avec cette ferme qui s'est installée, ferme, j'appelle ça ferme, hein, d'accord, qui s'est installée là. Donc ça pourrait déplacer peut-être le terrain et poser moins de problèmes par la suite. Je pose une question. Alors, vous parlez de commune ferme ? Oui. Il ne s'agit pas de terrains municipaux. Hein. C'est du terrain privé ? Eh oui. C'est un projet privé sur un terrain privé. Donc, non, mais vous avez répondu à la question. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité aussi de trouver un accord ? Il
faut essayer de trouver la solution. Oui, tout à fait. Parce que là, il y aura ça va buter, ça risque de buter longtemps. C'est sur le domaine public en fait. Vous pouvez faire que sur le domaine public. Ça me permet d'avoir financièrement, je sais bien. Voilà. Mais bon, ça empêche qu'il va falloir que la mairie emprunte et qu'elle propose et tout, même si elle se fait rembourser dans quelques années. On ne peut plus emprunter, nous, on n'emprunte pas. Pas d'argent. Là, c'est en train de s'étioler. Si vous voulez bien, deux dernières interventions et on ferme. Je pense qu'on a abordé un maximum de points. Simplement, donc, de tout ce que j'entends, j'entends bien qu'il y a plein de gens qui sont en sympathie avec votre projet, je comprends bien. C'est un problème de terrain, moi je pense, de lieu, voilà, qui est peut-être un peu étriqué, effectivement. Alors, j'entends bien que sur l'Oris, il n'y a pas d'autre terrain municipal où on pourrait proposer la même chose. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un terrain agricole qui coûte, ça ne coûte pas très cher le terrain agricole, que la mairie pourrait acheter? Parce que ça, c'est pas très cher. Ben, c'est moins cher, enfin en tout cas c'est moins cher que peut-être beaucoup d'aménagements qui permettraient de contenter tout le monde et d'installer ce projet dans un espace plus vaste. Où tout le monde y trouverait son compte. Est-ce que c'est pas une possibilité ça? Alors c'est peut-être un appel que les agriculteurs, aujourd'hui en tout cas les propriétaires de terrains agricoles de la plaine de l'Oris, peut-être se fassent connaître s'ils ont la volonté de... Mais à ce jour c'est pas le cas non plus. Voilà. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'entends, j'essaie de trouver... Tout à fait. On y réfléchit. On est ouvert à tout. Allez, voilà. Madame, monsieur. Ma dernière intervention, je dois faire un pas de côté par rapport à ce qui est technique et qui se discute depuis tout à l'heure pour vous dire que nous venons de vivre un moment de transparence démocratique et ce n'est pas si fréquent. Et ce que ma demande, c'est est-ce qu'avant la signature, lorsque le projet sera bien avancé, presque ficelé, nous revivrons ce même moment de débat démocratique. Donc c'est vraiment une adresse qui vous est, madame, de la troisième position, vous acceptez quelqu'un en représentation. Je m'appelle Cécile Faure. Voilà. C'est une très bonne idée, et puisque vous en faites la demande, et si effectivement tout le monde le souhaite, on le fera. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, reproduire une réunion d'information et d'échange, on va dire régulièrement, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'aboutissement du projet. Même des réunions d'étape, en effet, mais en tout cas, avant la signature du projet. Oui. Très bien, oui, c'est une très bonne idée. Enzolas. Il y a une question qu'on n'a pas abordée. Je pense que la proximité du rond-point, évidemment, apporte beaucoup d'intérêt pour la circulation. Mais entre la ronde des bétaillères et l'arrivée du camion, ça va représenter, lorsque ça fonctionnera, combien de... Il faut imaginer que donc, la remorque va être menée peut-être la veille pour être là de bonne heure et va être repris dans l'après-midi. Voilà, donc ça va être un aller. Il y aura la semi et le tracteur qui vont passer, le tracteur routier, le tracteur va repartir et il va venir rechercher la remorque. Donc il y aura un aller-retour dans la journée ou sur 2 jours. Voilà. Et après, donc on est sur 50 bêtes maximum par session, donc on n'y sera pas souvent. Moi je pense qu'il faut imaginer 5-6 bétaillères maximum par session d'abattage et autant de voitures. Voilà. Et les bétaillères, il faut imaginer que c'est des bétaillères qui sont plus petites qu'une voiture. Celui qui vient mener 10 animaux, c'est pas une bétaillère, voilà, c'est une moutonnière qu'on appelle. Ça s'appelle une moutonnière. Ah oui, les éleveurs participent au travail de l'abattoir, sont obligatoirement bouviers, c'est-à-dire que l'éleveur qui amène ses animaux doit être là pour les accompagner. Ça c'est obligatoire, c'est le minimum. Et puis après, ils participent soit à la partie abattage, soit à la découpe, soit à la partie administrative, parce qu'il y a un sacré boulot, bien évidemment, sur la partie administrative. Après, pour la circulation, on dit que le camion fait un aller-retour, il reste plus d'une demi-journée, pas forcément. Si, pour une raison ou pour une autre, les éleveurs de l'aire de Port-Calquier sont en estive, que c'est en plein été, et qu'il n'y a pas d'abattage là-bas, et sur notre planning, on dit on va faire un abattage cette semaine à Loris, et puis la semaine prochaine aussi, parce qu'on a plusieurs qui ont des cabris à ce moment-là, par exemple,
le camion, la semi restera sous le hangar fermé. En fait, c'est un petit bâtiment agricole. Et d'ailleurs, madame qui est propriétaire du bâtiment en dessous, qui est pour la même dimension, si ce bâtiment-là il devient communal, on peut effectivement l'équiper et l'utiliser, pourquoi pas. Ça peut être aussi... Non mais, on n'a même pas à construire un bâtiment, il est en pierre, il correspond. Celui-là, on a vu qu'il était vide. Bien sûr qu'on l'a remarqué. Pourquoi pas? À partir du moment où il est communal, on peut l'aménager à ce moment-là et ça sera la même chose, sauf que ça sera encore plus dans le style. Après, au même endroit, encore une fois, ça se passe très tôt le matin, les bêtes sont déballées des bétaillères, elles rentrent direct dans l'abattoir. Oh, ça va démarrer vers 5h, 3h, 4h. Ça veut dire qu'à 10h c'est fini, mais ça veut dire que ça se passe à l'intérieur du bâtiment. Moi je traite tous les matins à 5h, on a des gens autour et le fait que je traite tous les matins, que je fasse monter les bêtes au quai de traite et ressemble après, il n'y a personne qui s'est jamais plaint d'animaux. Et il y en a 100 qui montent à la traite et qui descendent. Et là, il va y avoir au maximum 50 calories. Qu'est-ce que c'est ridicule. Mais bon, moi je parle de mon métier. Après, venez faire un tour dans nos fermes, mais il n'y a aucun problème, vous verrez que la nuisance, hein, Philippe, qui est un éleveur. Plus fort. Oui, excusez-moi. Je voudrais juste, pour rassurer les gens qui ont des doutes, vous proposer d'aller visiter un abattoir industriel déjà, pour voir qu'est-ce que c'est, et l'abattoir que tout à l'heure vous citez, le bon exemple, pour voir les nuisances. Voilà. Et après ça, vous pourrez vous tirer une conclusion et voir la réalité des choses par vous-même. Voilà. Ça, c'est un bon moyen, et je pense que ça peut peut-être s'organiser. Tester, vous partez en vacances simplement sur vous-même. Vous allez voir. Vous voulez qu'on a fait un une bétaillère pour un bétaillère. Et François, est-ce qu'il y a une période de pic? Est-ce qu'il y a des pics de période Bon, en tout cas, merci de votre présence, de ces échanges, de la qualité de ces échanges. Il est évident que ce genre de projet ne se fait pas d'un jour au lendemain. Il y a déjà eu un travail en amont. Il était suffisamment abouti pour qu'il puisse vous être présenté, pour que vous puissiez, j'allais dire, apprécier les éleveurs qui sont ici, apprécier la qualité de leur travail et l'éthique qu'ils portent. Oui, voilà, on est toujours dans l'échange. On a souhaité aussi, avec le conseil municipal, de faire une réunion publique. Vous l'avez cité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des projets qui vont jusqu'au bout sans le savoir. Et nous, ça nous tenait aussi à cœur de pouvoir discuter des éventuels blocages qu'il peut y avoir ou des interrogations seulement. On est là aussi pour ça et il n'y a aucun problème, on en refera s'il le faut. Il y a aucun